Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Un éveilleur a pour fonction de sortir du sommeil un humain endormi, anesthésié. Il est aussi celui qui ouvre l'esprit, les sentiments, quand les brisures de la vie ont perturbé, fermé, voire coupé tout contact avec le monde et avec les émotions. Tel un allumeur de réverbère, l'éveilleur de conscience est celui qui permet à un être humain d'émerger des couches inconscientes de sa personnalité. Le psychothérapeute favorise une ouverture du champ de conscience pour que le patient devienne plus entier, libre et responsable de ses actes. Alors, sans pour autant être un maître spirituel, le psychothérapeute est-il un éveilleur de conscience ? Voici un ouvrage qui explore certains aspects du processus en psychothérapie et parcourt des champs d'application à travers tous les âges de la vie jusqu'au déclin final. Il interroge la complémentarité entre méditation et psychothérapie. Un livre témoignage, un livre de questionnement personnel aussi, sur le rôle du thérapeute, mais aussi sur la définition du bonheur, sur l'art d'être et de vivre. Voici un épisode différent et l'échange au ton épistolaire que nous avons eu avec son auteur, Pierre Van Damme. Chromosome B. Pierre Van Damme, depuis 40 ans, vous êtes psychologue clinicien et gestalt thérapeute du lien dans la région de Lille. Vous êtes chercheur, vous êtes formateur et cofondateur de l'Institut Changer. Vous êtes auteur de très nombreux articles et de plusieurs ouvrages qui les réunissent. Sur vos recherches, sur vos expériences en tant que thérapeute, vous écrivez et parlez non seulement du point de vue théorique et pratique, mais aussi d'un point de vue personnel et de la relation avec vos patients. Vous publiez aujourd'hui aux éditions Henrik B. Le psychothérapeute, un éveilleur de conscience, un titre en forme de question. Peut-on commencer par donner une définition de la gestalt, puis d'expliquer la différence entre la gestalt-thérapie classique et cette gestalt du lien qui est au cœur de vos recherches et de votre pratique? Eh bien, je me suis formé dès 1981 à la gestalt-thérapie. Le mot gestalt est un mot allemand qui signifie structurer, mettre en forme ce qui est chaotique, donner du sens. La gestalt-thérapie a été créée par Peirce et Goodman en 1951 en réaction à la pensée dominante du moment, la psychanalyse, trop centrée sur le passé, les mots et le monde interne. La gestalt-thérapie privilégie l'ici et maintenant, centrée sur ce qui est présent, focalisée sur ce que je ressens, les sensations, les émotions, dans l'interaction dans un environnement donné. Le contact devient la réalité psychologique première. La relation avec le monde, avec les autres, constitue l'objet même de l'attention du thérapeute et du patient. La gestalt-thérapie fait partie du courant humaniste, une troisième voie entre la psychanalyse et la thérapie comportementale. Ce courant trouve ses fondements dans la philosophie existentielle. Sartre écrivait « Ce qui est important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. » Autrement dit, ce qui fonde l'humanité de chacun, c'est sa capacité à trouver une plage de liberté dans la vie, faite de créativité et d'initiative. Néanmoins, dans mon expérience clinique de psychologue, j'ai été confronté aux limites de la gestalt-thérapie des fondateurs. Et je me suis tourné, dans les années 90, vers Gilles Delille, psychologue et formateur québécois. Il a proposé une révision de la gestalt-thérapie. Il a introduit des correctifs et une réponse aux critiques, tant sur la faiblesse de la psychopathologie que sur l'absence d'une théorie de développement. Il va l'appeler psychothérapie gestaltiste des relations d'objets, PGRO, ou psychothérapie du lien. Dans une perspective intégrative, Delille rapproche deux points de vue, la gestalt-thérapie et la psychanalyse des relations d'objets. Elles ont toutes deux les mêmes axiomes de base. Une vision unitaire de la conscience dès la naissance. Ce qui échappe à la conscience est issu en grande partie
de situations de souffrance précoce vécues par le nourrisson avec son environnement. Le primat de la relation sur la pulsion, ce qui valorise l'importance du lien thérapeute-patient dans la résolution de ces situations. La gestalthérapie du lien aborde la question du patient avec son thérapeute, des liens actuels avec son environnement social et affectif, des liens précoces avec les figures de son histoire. Le lien thérapeutique vise à restaurer des liens cassés, abîmés, à créer chez la personne souffrante la confiance dans un lien permanent. Le but ultime de la gestalthérapie du lien est d'élargir le champ de conscience du patient pour qu'il devienne plus entier et responsable de ses actes. Vous rédigez cet ouvrage à la première personne, ce qui le distingue d'un livre purement théorique, et en fait un livre biographique. Vous le débutez en parlant d'un rêve que vous avez fait. Quelle a été votre première intention quand vous avez commencé son écriture? C'est vrai que ce nouvel écrit est sans doute le plus personnel et le plus engagé. J'avais écrit 3 ouvrages précédents où j'avais tenté de transmettre les repères de la gestalthérapie du lien. Donc j'ai tenté de poursuivre ses applications cliniques, notamment dans les pathologies de l'abandon et de la dépression. Donc dans cet nouvel essai, je n'ai pas souhaité faire l'apologie de cette approche, c'est d'ailleurs aussi la demande de l'éditeur, ni développer sa théorie riche et complexe. Et donc je suis intéressé davantage aux facteurs communs de la psychothérapie transformative et relationnelle. Par exemple, le processus en jeu dans les rapports thérapeute-patient, comment le thérapeute développe ses compétences affectives, interactives, réflexives, pour rejoindre son patient et lui permettre de changer. Je me définis en quelque sorte comme un chercheur clinicien en quête de comprendre l'être humain singulier et complet, aux prises avec une situation. Je cite une citation de Lagache. Chaque chapitre dans ce livre s'efforce d'intégrer repères et pratiques. Je pars de situations vécues et concrètes et je tente d'en dégager le sens, de voir comment elles confirment, affirment ou enrichissent la théorie toujours en marche de la psychothérapie. J'ai trouvé que cette voie était riche d'enseignements. Ce sont mes patients, petits et grands, qui m'ont appris le plus. Je me suis laissé déranger, les théories en place. J'ai poussé aux limites du cas de la psychothérapie. J'ai donné une place importante à la parole et au témoignage direct de mes patients. En écoutant ces histoires singulières, je m'implique aussi, comme vous le dites, comme citoyen et comme être humain, avec ma sensibilité et mon expérience de vie. Donc chaque chapitre débute par le récit d'une expérience personnelle, présente ou passée, qui m'a touché particulièrement, comme vous évoquez ce rêve dans l'introduction, et qui m'a ouvert au thème abordé. J'ai voulu pourtant éviter une forme de nombrilisme, mais ce que je veux simplement, c'est décrire mon cheminement dans un dévoilement ciblé pour rejoindre en empathie mes patients. C'est en ce sens que je me définis comme un thérapeute aux mains nues. Je reprends ça dans la conclusion. C'est-à-dire dépouillé de tout artifice, technique et appareil conceptuel, pour revenir à l'essentiel qui est pour moi la relation. Max Pagès était mon directeur de thèse en psychologie clinique et il me disait ceci. Je mesure les dangers d'une pensée unique, d'une position trop orthodoxe pour comprendre la psyché et la psychothérapie. Donc cela suppose en fait de ne pas s'enfermer dans des certitudes, de poursuivre toujours les questionnements et l'ouverture innovante dans ce métier difficile mais passionnant. J'ai une autre auteure qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle, c'est Conrad Lecomte, qui a beaucoup écrit aussi sur la psychothérapie, et il dit ceci. Les psychothérapeutes efficaces sont ceux qui ont une passion d'apprendre et un maintien simultané de leur ouverture émotionnelle à leur expérience et à celle des autres. Chromosome B. La notion de temps est très présente. Elle prend forme au début du livre où vous vous interrogez sur le temps de votre propre vie, puis en racontant de nombreuses situations cliniques autour du temps vécu, puis du sens et du rôle de l'accompagnement thérapeutique au cours des âges de la vie. C'est ainsi que vous avez titré votre deuxième chapitre. Cet écrit s'inspire, écrivez-vous, de tous ces moments volés à l'ogresse dévoreuse du temps.
notre relation au temps est-elle déterminante dans notre compréhension de nous-mêmes? Pour moi, l'espace et le temps sont les deux axes horizontal et vertical qui structurent notre vie. Le temps vécu, je fais référence là à la phénoménologie du temps et au livre de Eugène Minkowski. C'est le titre du premier chapitre de ce livre. J'y présente des situations cliniques autour du temps vécu par et avec mes patients. Et je les ai regroupées en 8 thèmes traversant la complexité du processus thérapeutique, du début à la fin, du passé au futur, de la course du temps à son immobilité, de la vie à la mort. Pour moi, le face-à-face thérapeutique devient ainsi l'accomplissement même du temps, reprenant une phrase de Lévinas. Le psychothérapeute aide le patient à donner une forme à sa souffrance à travers l'écoute de son récit narratif. Mais il lui offre ensuite l'occasion de réécrire sa vie en tant qu'auteur et l'encourage à inventer des fonctionnements nouveaux. Effectivement, dans tout le long du livre, cette thématique du temps va se déployer aussi en 2 parties. L'une sur les âges de la vie, à travers l'enfance, l'adolescence et l'âge de la retraite. L'autre plutôt sur le déclin de la vie, le vieillissement, la maladie, la mort. Au fond, la maturation humaine ne s'arrête pas à l'enfance. L'homme est en perpétuel changement jusque la mort. Et chaque étape de vie est l'occasion d'une crise et d'une transformation potentielle. Et c'est ce qui justifie la psychothérapie à tous les âges de la vie. À quel moment sait-on qu'un travail thérapeutique est achevé? Est-il jamais achevé? Vous citez une de vos patientes qui vous dit « Mes peurs sont toujours là, mais je les confronte. Ta bienveillance, ta patience m'ont ouvert les voies de la réconciliation avec moi-même. » Pour moi, plutôt que le travail thérapeutique achevé, je parle plus modestement d'étapes dans le parcours thérapeutique d'un patient. Cela dépend de la demande initiale du patient, le soulagement de sa souffrance. Cela dépend aussi des objectifs fixés ensemble au départ. Alors la prise de conscience est nécessaire, mais pas suffisante au changement. Alors on peut dire avec Edmond Marc qu'une thérapie est achevée quand le patient a la conviction d'une vision plus positive de lui, d'un écart moins grand entre ce qu'il est et ce qu'il voudrait être, de vivre moins d'angoisse et de culpabilité, mais aussi une meilleure compréhension de son fonctionnement, qu'il ait une relation au monde plus authentique et une capacité plus grande à l'intimité. Vous évoquez la parole d'une de mes patientes, Nathalie, traumatisée par des viols incestueux répétés dans son enfance et avec qui j'ai cheminé 4 ans. Je développe ce suivi dans le chapitre 2. 6 mois après la fin de la thérapie, je lui ai proposé de faire le point sur son évolution et je l'ai questionné sur les limites de la thérapie. Et voilà ce qu'elle m'a répondu. S'il y avait des limites, ce serait le travail sur les événements passés avec cet homme de mon enfance. Aujourd'hui, je suis incapable de me souvenir précisément. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Ma perception masculine a changé, mais je sens que les peurs sont toujours ancrées. Je verrai bien si plus tard j'irai voir un autre thérapeute. En tout cas, je me sens plus armé. Voilà ce qu'elle me disait. Donc je trouve que Nathalie est capable de nommer les limites de la thérapie. Elle ne m'a pas jeté de fleurs, mais a réellement confié où elle en était. Elle a parcouru une étape importante, mais qui nécessite sans doute un prolongement si elle veut un jour construire une relation saine avec un homme et vivre pleinement sa féminité. Ce bilan reflète les pas que la patiente pouvait faire jusque-là, et il lui a fallu 4 ans. Mais c'est aussi l'endroit jusqu'où je pouvais l'accompagner, compte tenu de mon expérience. Donc le thérapeute reste un humain, avec ses compétences, ses limites. Il n'est pas dans la toute-puissance. Il a en toute humilité à reconnaître ce qui est franchi et ce qui reste à parcourir. Sans doute avec quelqu'un d'autre qui pourrait amener la patiente ailleurs, plus loin. Pour revenir aux âges de la vie, vous avez consacré beaucoup de vos écrits et un chapitre entier dans ce livre à l'écoute des enfants en souffrance. En quoi consiste l'éveil de conscience quand on interagit avec des êtres qui n'ont pas élaboré un langage verbal, construit et codé, adapté au dialogue avec le thérapeute? Et aussi, qu'avez-vous appris sur vous-même dans vos travaux en pédopsychiatrie? Donc j'ai travaillé effectivement en pédopsychiatrie pendant 16 ans. Et c'est d'ailleurs à partir de mon expérience des groupes thérapeutiques d'enfants que j'ai écrit ma thèse de doctorat en psychologie clinique.
Je décris dans le chapitre 4 le suivi d'un groupe d'enfants, et j'en tire des enseignements sur l'éveil des consciences. Quand l'enfant grandit dans un environnement sécure, sans carence, sans violence, sans rupture, sans chaos affectif, il prend naturellement conscience de soi, de lui et de son environnement. Il se développe, interagit avec les autres dans un monde en mouvement. Tous ses sens sont stimulés par les activités de la vie de tous les jours. Le sens de son existence apparaît à travers ses expériences polysensorielles, à travers son corps en relation avec l'environnement. Cependant, les 5 enfants que je décris dans ce groupe, à cause des turbulences de leurs premières années, n'ont pas pu développer cette conscience de soi et des autres. Grâce au jeu, aux interactions avec les 2 thérapeutes et le groupe, ils ont commencé à émerger de ce monde informe pour élargir leur champ de conscience. Ils ont développé un sens du corps comme entité différenciée de l'environnement à travers les jeux sensorimoteurs. C'est Merleau-Ponty qui disait « C'est la capacité à habiter le corps qui rend possible la capacité de l'individu à habiter le monde. » Ces enfants ont développé aussi un sens réflexif nouveau par l'intégration d'expériences de jeu partagées, commentées par les 2 thérapeutes, qui reflètent par des mots simples et ajustés ce que les enfants ne sont pas encore en mesure de conscientiser et de nommer. Ils ont développé aussi un sens de l'autre, par les rapports de réciprocité qui apparaissent à travers le plaisir des échanges ludiques, et puis enfin, le début d'une co-conscience, où le regard d'autrui est intégré au sien à travers les jeux de coopération. L'enfant a le sentiment de rejoindre l'autre et de faire partie d'un groupe d'humains. Et cette dernière étape ouvre les portes au développement de la pensée symbolique et au plaisir d'apprendre ensemble. Donc, du jeu à l'émotion puis au sens réflexif, le groupe thérapeutique a rempli sa fonction d'éveilleur de conscience et permet aux enfants de devenir acteurs à part entière dans un espace de jeu et de recréation. Et par extension, pour les adultes, l'attention au corps et au ressenti devient aussi prioritaire, notamment pour les adultes qui ont un accès difficile aux mots, à la mentalisation, au symbolique. Et donc j'en donne des exemples, notamment dans la partie 3 sur le déclin de la vie, quand la douleur et la souffrance ne permettent pas l'accès au sens de l'expérience. Le corps vivant devient un champ d'expérience vécue, un champ de conscience polysensorielle, un champ d'action conscientisé par la lenteur et l'attention conjointe du patient et du thérapeute. C'est les neurosciences qui parlent de thérapie de cerveau droit à cerveau droit ou de thérapie ascendante. Travailler l'implicite, le non-verbal, porter attention aux signes du corps pour en déplier ensuite le sens et la complexité. Chromosome B. Dans un chapitre intitulé « Les morts ne sont pas morts », vous évoquez l'effet de 2 deuils successifs dans votre vie personnelle sur votre pratique thérapeutique. Vous dites que le thérapeute est un médiateur entre ciel et terre et que tout ce que vous amènent vos patients, ce sont des questions de vie et de mort. Vous y revenez plus tard dans un chapitre sur l'impermanence et sur la nature éphémère de toute chose. Pourquoi est-ce si central dans notre quête de bien-être ? Alors, les morts ne sont pas morts. C'est le titre d'un poème de Birango Diop. Ce poème m'a beaucoup parlé et m'a beaucoup soutenu aussi ces 3 dernières années, au moment du décès de ma mère, de mon père et celle de ma sœur. J'ai peu à peu accepté leur départ. J'ai intériorisé une trace vivante de leur passage sur cette terre, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Jusque-là, j'avais l'illusion d'une éternelle jeunesse. Je ne me sentais pas vieillir, avec un sentiment de toute puissance. Mais ces épreuves m'ont confronté à la conscience de la perte et de la finitude de l'existence. Je suis éphémère, je nais, je meurs, j'apparais et je disparais.
Ces épreuves m'ont rapproché de mes patients dans leur processus de souffrance et de deuil. Je me sens un humain parmi d'autres humains. Je leur ai dit au moment du décès, je dois m'absenter car j'ai eu un décès dans ma famille. Et à partir de là, beaucoup de questions des patients ont jailli dans les séances suivantes. Des thèmes de séparation, de deuil ancien et inachevé sont apparus chez bon nombre d'entre eux. Lorsque je suis en face à face avec un patient, je vois sur une petite table 2 objets symboliques que j'affectionne particulièrement et qui m'accompagnent. Un phénix en bois, cet oiseau renaît de ses cendres, et il symbolise pour moi le patient dans son passage de la mort à la vie. L'autre objet est une sculpture amérindienne en pierre de lave que j'ai rapportée du Québec, le souffleur de braise. C'est une tête de sorcier dont la bouche souffle et qui est coiffée d'une tête d'aigle. C'est pour moi le symbole du thérapeute qui réanime le feu de la vie quand le patient est dans ses zones de mort et n'a plus d'espoir de changement. La tête d'aigle représente la force et la transcendance. Le thérapeute, comme vous l'avez dit, devient un médiateur entre terre et ciel. Il prend de la hauteur, sent en empathie où se trouve son patient et trouve le chemin pour le rejoindre. Je suis revenu sur l'illustration de la page de garde du livre, et cela le montre. On y voit une tête d'homme en 2 parties. La partie haute et blanche, le ciel avec les nuages, les oiseaux, la lune ou le soleil, qui symbolise le 3e œil, la conscience. Et puis la partie basse, en bleu foncé, qui symbolise l'enracinement dans la terre. Pour moi, le psychothérapeute est un passeur, dont la fonction est de permettre à une personne marquée par la mort, fixée dans une souffrance, sous forme de symptômes psychiques ou somatiques, de passer d'un état de fermeture et de conservation, de survie, à une nouvelle vie plus ouverte et créative. C'est en tout cas, semble-t-il, au travers des questions sur la mort qu'on touche à la transcendance et à la spiritualité. Là, votre livre s'approche d'un tabou, en tout cas pour certaines écoles de pensée. C'est celui du rapport entre pratique psychothérapeutique et pratique spirituelle. Vous dites que par prudence, vous avez choisi un titre en forme d'interrogation. Quelles sont vos propres définitions de ces 2 domaines ? J'ai été effectivement prudent. Dans le titre de ce livre, le psychothérapeute a un éveilleur de conscience. J'ai mis un point d'interrogation. En effet, l'éveil des consciences a été longtemps la spécificité des approches spirituelles, voire de l'approche de la méditation et de la sagesse bouddhiste. D'ailleurs, depuis 10 ans, je propose à mes patients des sessions de pleine attention consciente inspirées du zazen et de la pleine conscience, et ajustées à l'approche humaniste de la Gestalt. Je tente donc cette 4e partie de livre de montrer la différence et la complémentarité entre la démarche thérapeutique et la démarche spirituelle. J'entends par démarche thérapeutique la recherche avec le patient d'un mieux-être, d'un meilleur ajustement de son moi dans la société, en soignant ses blessures psychologiques, issues de son présent et de son histoire de vie. J'entends par contre, par démarche spirituelle, au-delà des religions et des croyances, la recherche par l'homme du sacré en soi. Ce que Durkheim définit ainsi, l'être humain dans ce que j'appelle son être essentiel. L'homme, dit-il, est appelé à découvrir en lui-même cet être qui transparaît dans certaines expériences. Ces expériences, ce sont des expériences personnelles intérieures que l'on appelle mystiques ou sacrées. Et elles nous rapprochent de la vérité profonde de notre vie. La méditation de pleine attention consciente est un chemin pour y parvenir. Vous insistez sur la complémentarité des pratiques. Vous proposez depuis plusieurs années la méditation à vos patients, dites-vous. Est-elle une voie d'entrée vers des territoires où la psychothérapie ne peut plus verbaliser ? Quelles sont les lignes à définir et connaître pour éviter la confusion et faire la part des objectifs de ces pratiques ? Effectivement, les démarches thérapeutiques et méditatives sont différentes mais complémentaires. D'un côté, je suis face à un autre, le thérapeute, qui écoute, relève ce qu'il voit, entend, reformule
fait part de son ressenti, il est à la fois observateur et acteur de cette relation. De l'autre, je suis face à un mur blanc, face à moi-même, pour apprendre à accepter la réalité, telle qu'elle est, et non pas à vouloir ce qu'elle n'est pas. À sentir, conscientiser mes sensations, ma respiration, et vivre en harmonie. La méditation est un exercice de solitude, et cela suppose que la personne y soit prête. D'où la nécessité au préalable, pour les patients les plus vulnérables, de cheminer en thérapie au moins 6 mois pour avancer dans le travail de conscientisation, apaiser les phases aiguës d'angoisse ou de dépression, et surtout créer une alliance thérapeutique. La solitude en méditation est une condition nécessaire pour accéder à son espace intérieur et élargir son champ de conscience. Elle permet de contempler la vie, de cultiver la gratitude, l'émerveillement. Sans vie intérieure, on ne vit pas, on fonctionne comme un automate. La vie intérieure nous rend vivants, sensibles, lucides, conscients. J'ai voulu néanmoins souligner 2 dérives possibles. La première est un risque de mélange, de confusion entre la méditation et la psychothérapie en faisant un mixage de la psychothérapie et de la méditation. Et donc ça devient une psychothérapie transpersonnelle, spirituelle. On recherche un changement de niveau de conscience, quitte à provoquer artificiellement, par hypnose ou par des plantes hallucinogènes, une modification de conscience. Mais ce projet court le risque de faire passer la psychothérapie dans le domaine des spirituels et d'être épinglé comme sectaire. Si on peut parler pour moi de la posture méditative en thérapie, c'est simplement pour signifier que l'essentiel demeure la qualité de présence du thérapeute et sa capacité à faire silence. Deuxième dérive possible, les excès dans les nouvelles approches de pleine conscience en vogue aujourd'hui. Pour moi, n'y a-t-il pas un risque de réduire la méditation à un simple moyen de relaxation, de guérison de symptômes ou de soutien à la performance? Jon Kabat-Zinn en Amérique du Nord, Christophe André en France, viennent des thérapies comportementales et cognitives. Elles visent à réduire les symptômes anxio-dépressifs actuels, mais ne cherchent pas à comprendre et dissoudre la problématique de fond originelle. Ces chercheurs présentent la pleine conscience comme une thérapie à part entière, alors qu'il s'agit pour moi d'un complément à la thérapie, un apprentissage à une autorégulation des émotions, un éveil à une pratique personnelle, à son intériorité, qui doit prendre place quand la thérapie est suffisamment avancée et la capacité d'autonomie devient possible. Enfin, je me dis, notre société occidentale ne risque-t-elle pas de se perdre dans une recherche exacerbée de spiritualité? Il y a plus de 20 ans, Alain Ehrenberg évoquait les maux d'une société devenue trop compétitive, narcissique. Et je me questionne sur ces entreprises qui font méditer leurs cadres afin de les rendre plus performants. Donc attention à ne pas transformer une quête spirituelle en une apologie du capitalisme ou une promotion de l'individualité. C'est Mathieu Ricard qui dit ceci: le bonheur est le résultat d'un mûrissement intérieur. La psychothérapie et la méditation sont 2 étapes dans ce parcours personnel vers le bonheur. Durkheim, vous l'avez signalé, parle de la méditation comme l'autre moitié de la thérapie. La thérapie soigne les blessures de l'ego, et la méditation nous aide à plier l'ego et accéder au centre de l'être, ce qu'il appelle Ara ou l'être naturel. Sa proposition est claire. Je ne pratique pas Zazen pour guérir le moi qui souffre, mais pour guérir du moi, qui est la cause majeure des souffrances propres à l'être humain. Chromosome B. Vous citez Durkheim. Il parle de la méditation comme l'autre moitié de la thérapie. On ne cesse d'être surpris tout au long du livre des chemins où vous emmenez le lecteur. Vous consacrez un chapitre entier à la marche
et aux 3 aspects de l'éveil du conscient et de la conscience qu'elle induit. Je pratique la marche depuis toujours et j'en ai mesuré les bénéfices. D'où mon intérêt de l'associer comme ressource dans ma pratique associative et professionnelle. Je me suis formé à l'animation de groupes de randonnée pédestre et de rando santé destinés à des personnes en fragilité physique et psychique. Et j'ai vraiment plaisir à les accompagner à la découverte des sites naturels de la région. Je suis sensible aussi à la marche dans mon métier de psychothérapeute. Observer la démarche d'un nouveau patient en mouvement, suggérer des métaphores du chemin dans son voyage intérieur, proposer aussi des aménagements du cadre dans une thérapie ambulatoire, individuelle ou de groupe. Dans la méditation de pleine intention au zazen, la marche consciente et lente m'a appris à sentir, à ralentir, à exercer la verticalité, à m'ouvrir dans l'inspiration, à me détendre dans l'expiration. Dans le chapitre 12, je décris tour à tour ces 3 domaines, où la marche est au centre d'une pratique. 3 cadres d'intervention, pédagogique, thérapeutique, spirituelle, qui nécessitent la présence d'un leader chargé d'accompagner des humains en recherche d'un mieux-être sur le chemin de la croissance. Qui sont-ils et quelles sont leurs compétences? L'animateur de groupe de rando santé est essentiellement un éveilleur de mouvement, un meneur qui rassure, oriente, entraîne. Le psychothérapeute, lui, accompagne sur le chemin thérapeutique des patients en souffrance psychologique. Il est essentiellement un écoutant, un éveilleur de sens, un passeur vers une vie plus libre et entière. Enfin, le maître spirituel est un maître d'exercice sur un chemin de pratique méditative. Il est essentiellement un guide, un éveilleur de conscience à la profondeur de son être. La paix est dans chaque pas, dit-il, transformant le chemin infini en joie. Vous consacrez la dernière partie de votre livre à la pédagogie et à la recherche. Dans l'environnement académique actuel, est-ce qu'il existe un parcours désigné pour se former aux approches que vous décrivez? Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants qui veulent explorer ces champs-là, à part évidemment de commencer par lire votre livre? Oui, c'est pas simplement de lire, c'est aussi de pratiquer, bien entendu. Le métier de psychothérapeute est un métier difficile et solitaire. Il nécessite des échanges et une ouverture, un temps pour se former et développer ses compétences. Dans le cadre de Changer, Institut de formation en Gestalt-thérapie du lien, je participe depuis 2017 à un atelier de recherche clinique avec des collègues. Et cela a été source pour moi d'enrichissement personnel et professionnel. C'est l'objet de la partie 5 du livre, où je me présente 3 recherches sur la violence, les émotions et la formation. Je pose la question de la formation. Comment former les éveilleurs de conscience que sont les thérapeutes en herbe? Comment développer leurs compétences cognitives, interactives, affectives à l'accompagnement? Moi-même, en débutant ma carrière de psychologue clinicien, je me suis retrouvé démuni pour comprendre la détresse des enfants et trouver un langage commun. D'où ma recherche d'un complément de formation pour mieux les accompagner. Mon premier contact avec la Gestalt-thérapie date de 1981, lors d'un stage où j'ai rencontré mes formateurs, Anne et Serge Ginger. Et j'en ai été bouleversé et transformé. Ce n'était plus des cours théoriques, mais la formation était basée sur des expériences de vécu personnel, de pratiques d'entraînement à l'accompagnement, à partir desquelles je pouvais me connaître, m'exercer à l'écoute et mettre des repères sur les cliniques. Par la suite, je suis devenu naturellement formateur pour transmettre mon enthousiasme de ce que j'avais découvert. De formateur, je suis devenu en 1993 co-responsable d'une antenne de l'école parisienne de Gestalt. Cette antenne locale est devenue autonome en 2001 pour devenir l'Institut de formation Changer, co-créé avec Yves Mérès. Et pendant 15 ans, j'ai exercé la fonction de coordinateur et de fil rouge, de promotion de 16 à 20 étudiants se formant à l'accompagnement et à la psychothérapie. Et c'est donc à l'occasion des 20 ans de notre institut qu'une recherche sur l'évaluation de la formation a eu lieu. Et cette recherche a permis d'affiner le temps nécessaire pour une formation optimale,
pas moins de 5 ans en plus d'une thérapie personnelle. De montrer surtout la nécessité de travailler en amont sur son désir d'aider, de prendre le temps de la maturation, de travailler sur cette zone d'ombre, de mesurer son potentiel créateur, mais aussi, comme vous le disiez, son potentiel destructeur dans la position thérapeute. La formation, pour moi, est une forme en action, en mouvement, qui vise à développer les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier. Le maître mot, à travers le lien créé entre formateurs et stagiaires, et la transformation de tous les membres du groupe. La formation nécessite un projet éthique au service du développement de chacun, où sont mis en avant la qualité du lien, le respect de l'autre, la singularité de chacun, l'esprit de coopération, l'ouverture à la complexité et à la nouveauté, un souci de l'autre et un engagement à agir pour éveiller les consciences dans une société en perte de valeur. Seules les sociétés démocratiques, selon Arendt, considèrent que l'homme en formation est sujet de son dire et non objet de notre savoir, et capable d'inventer le monde. La pédagogie humaniste et relationnelle s'inscrit dans cette brèche, ouverte entre passé et futur, où se transmet la tradition et où en même temps se prépare l'exercice de la liberté. La pédagogie est une tentative innovante d'éveiller des consciences, dans l'apprentissage à la relation et à l'engagement citoyen. Pas de liberté ni de responsabilité sans conscience. Le psychothérapeute, un éveilleur de conscience. Vous publiez cet ouvrage aux éditions Henrik B. Nous avons pour habitude de demander à l'auteur de conclure avec une citation, un aphorisme, une phrase, une inspiration. Il y en a beaucoup dans votre livre pour décrire votre état d'esprit du moment ou votre relation au monde. J'ai été particulièrement touché par la façon dont Damasio parle de la conscience. Il dit ceci: « La conscience et le soi ne sont pas une substance, une entité en soi. Ils forment un ensemble dynamique de processus nés petit à petit au fil de l'évolution biologique. » Donc pour lui, il y a au moins 2 niveaux de conscience. Le soi noyau dont il parle, qui intègre très tôt les interactions organisme-environnement et conduit à une conscience rudimentaire, un sentiment élémentaire d'exister ici et maintenant. Et puis, le soi autobiographique dont il parle, qui inclut les connaissances du passé et les anticipations de l'avenir. C'est une conscience réflexive de longue durée, où s'intègre toute l'histoire d'une vie. Elle porte sur la personnalité et l'identité. La conscience survient lorsque nous sommes éveillés, lorsque se manifeste une connaissance intime de notre existence. Et la psychothérapie devient un chemin à 2 étapes. D'abord, un travail plus basique et profond sur le soi noyau, sensorimoteur, participant à l'éveil de la conscience du corps et des émotions, inscrit sous forme de traces. Le thérapeute et le patient suspendent l'élaboration des significations au profit d'une simple observation, afin de prendre conscience de l'expérience du moment présent. Ensuite, un travail sur le sens du récit autobiographique pour le revisiter et le réécrire. Approfondir l'autoconnaissance, identifier les nœuds des forces obscures et les noyaux de sens, rendre le monde interne intelligible et les actions signifiantes. Alors oui, le psychothérapeute est un éveilleur de conscience, à condition de ne pas confondre de niveau de conscience. Le psychothérapeute n'est pas un maître spirituel et se doit de rester à sa place. C'est un enjeu éthique. Pour ne pas aller à la dérive, il faut envoyer le patient sur une voie qu'il n'a pas choisie. À la suite de Claude Coqual, je me suis questionné, quelle est la place de la psychothérapie dans la société actuelle? La psychothérapie est un parcours conscient et responsable. Le psychothérapeute est un artisan qui permet à chaque patient de devenir auteur et créateur de sa vie. Après une première étape, connais-toi toi-même, centrée sur la prise de conscience et la découverte de soi, vient une deuxième étape, deviens qui tu es, dont l'objectif est de se retrouver soi-même quand on s'est trop éloigné de soi. La troisième étape, choisis et agis,
est une invitation à prendre place dans le monde. Dépassant la vision individualiste et hédoniste du bonheur, la fonction du thérapeute n'est-elle pas de travailler à l'avènement d'un citoyen libre et engagé dans son milieu, à s'ouvrir à une éco-conscience. Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Hendrik B dans toutes les bonnes librairies et sur hendrikb-édition.com.